peut peut-être Allez, ça fera présenter venir, le sujet tout à déjà, fait. Laurent. Ça fera venir. Voilà, effectivement, ça fera venir les derniers arrivants. Alors, nous vous remercions d'être connectés pour ce deuxième webinaire qui est présenté par l'équipe département droit des affaires du cabinet. Aujourd'hui, nous allons traiter donc d'un sujet qui, a priori, vous concerne tous en tant qu'acteurs de la vie économique et a priori que vous avez sans doute dû connaître à un moment donné, qu'il s'agisse au moment des négociations, au moment de l'exécution. Donc, on va traiter aujourd'hui du bail commercial. Alors, le bail commercial, c'est comme soumis à un statut très particulier qui est codifié au Code de commerce. Il y a de nombreuses dispositions d'ordre public et il y a eu une grosse modification il y a 4-5 ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un régime assez établi et un peu de jurisprudence pour connaître exactement quelles sont les latitudes qui sont laissées dans les libertés de négociation entre le bailleur et le preneur. Et c'est tout l'objet, en tout le cas, une partie de l'objet de notre intervention, notre webinaire aujourd'hui. On aurait très bien pu faire quelque chose de très large sur le bail commercial. Malheureusement, on y aurait, je pense, passé une journée entière et on aurait perdu votre attention. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses. Vous recevez un bail commercial, on va se mettre côté preneur. Vous recevez un bail commercial. Quelles sont les clauses que vous devez immédiatement regarder, voir, discuter avec votre bailleur? Et par ailleurs, on fera aussi un point sur bail commercial et Covid. Ça a été un petit peu la tarte à la crème de l'année dernière, puisque tous les juristes, avocats ou autres se sont mis à réfléchir sur ce thème-là. Aujourd'hui, un an après, on a un peu de jurisprudence quand même, et ce qui nous permet d'avoir notre propre opinion, bien entendu, mais aussi d'avoir un retour d'expérience. Alors, avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, question primordiale, comment savoir si vous êtes soumis au statut des baux commerciaux ? Il y a effectivement plusieurs conditions à respecter. La première étant d'avoir conclu un contrat qui est un bail. Alors, ça peut paraître assez logique, mais typiquement, si vous avez conclu un contrat de sous-location ou de mise à disposition, vous n'aurez pas exactement les mêmes obligations qui seront soumises, auxquelles vous serez soumise et qui seront les vôtres. Le bien objet du contrat de bail doit être un immeuble. Ça doit porter sur un immeuble ou sur un local. C'est également un point assez évident, mais assez indispensable également. Le locataire doit être propriétaire du fonds. Et enfin, le locataire doit exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ce qui implique a priori que les activités civiles ne sont pas incluses dans le statut des baux commerciaux, mais il y a une exception à cela, c'est la soumission volontaire au statut des baux commerciaux. Ce qui signifie en réalité que lorsque, par nature, en raison de votre activité, typiquement une activité civile ou en raison de votre statut, à savoir que vous n'êtes pas commerçant, vous pouvez néanmoins vous soumettre de manière volontaire au statut des baux commerciaux. Ça concerne par exemple, et typiquement le cas des professions libérales, la seule obligation, c'est de le faire apparaître de manière non équivoque dans le contrat de bail que vous serez amené à négocier et à signer. Cette conclusion. Effectivement. Donc, comme Laurent vous l'indiquait, on va se concentrer sur les clauses essentielles au moment de la relecture et de la négociation d'un bail commercial, ce qu'on appelle un peu, nous, les red flags récurrents. Première question, est-ce que le bail doit être rédigé déjà dans un premier temps ? La question est, en tout cas, on vous le conseille vivement pour des raisons probatoires. Et dans ces cas-là, il peut prendre en réalité plusieurs formes. Vous pouvez signer un bail commercial par un acte sous seing privé. Ça peut être également un acte authentique, donc vous passez devant chez le notaire. C'est d'ailleurs obligatoire pour certains types de baux, typiquement les baux d'une durée supérieure à 12 ans. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Vous pouvez également passer par un acte d'avocat. Maintenant qu'on a posé ça, on va venir évoquer des clauses véritablement qui nécessitent une relecture importante. Tout à fait, cette clause était plutôt rhétorique de savoir si c'était écrit ou oral. On a rarement vu, puisqu'ils ne sont pas écrits, des baux oraux et dans la pratique, ça poserait problème. Dans la pratique, c'est compliqué et tout le webinaire aujourd'hui, c'est quand même de vous dire, vous recevez un bail écrit. Donc, une des premières clauses que vous verrez nécessairement, c'est cette clause de destination. Clause de destination, c'est-à-dire quel usage vous allez faire du local, quel qu'il soit, que vous prenez à bail. Ce local, il faut
précisément déterminer dans cette clause de destination ce que vous voulez en faire. Car, et je vais vous prendre un exemple très simple, un restaurant. Est-ce que si vous prenez à bail un local, est-ce que vous voulez faire un restaurant? Est-ce que ça va être une cuisine? Est-ce que ça va être réchauffé? Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une évacuation des odeurs et des fumées de cuisine? Tout ça, ça se détermine, ça se précise et ça se développe dans une clause de destination. C'est vraiment une des clauses essentielles. Alors effectivement, vous pouvez vous dire, autant prendre une clause tout commerce. Et évidemment, la clause tout commerce n'a pas de limite, sauf celle du règlement de copropriété. Et on en revient à nos restaurants. Si le restaurant a besoin d'une évacuation et que le règlement de copropriété empêche cette évacuation, ou que matériellement ça ne soit pas possible, eh bien le bail tout commerce n'est pas utilisable alors que vous le payez, entre guillemets, beaucoup plus cher puisque le bailleur est censé vous laisser à disposition un local avec un usage très large. Après, bien entendu, au cours de la vie du bail, on peut avoir ce qu'on appelle la déspécialisation plénière ou accessoire, c'est-à-dire partielle ou plénière, c'est-à-dire que un chausseur, par exemple, un vendeur de chaussures peut faire aussi un peu de maroquinerie. Est-ce que c'est accessoire par accessoire? Est-ce que c'est de la déspécialisation? Ou alors, effectivement, on reprend la déspécialisation plénière, serait un restaurant qui se transforme en boutique. Là, effectivement, c'est un changement total de destination du local et ce changement total doit se faire avec l'accord du bailleur. Si celui-ci est d'accord, eh bien, il y aura nécessairement une conséquence sur le loyer parce que tout changement de destination implique ce qu'on appelle un déplafonnement, c'est-à-dire implique un changement potentiel de loyer et on peut se remettre à une valeur marché qui est peut-être plus importante en fonction de l'activité exercée. Donc, red flag important, la clause de destination à bien préciser. Et vous évoquez justement le point du loyer, Laurent, c'est évidemment une clause importante au moment de la signature, de la négociation de votre contrat de bail. En réalité, la fixation du loyer, elle est déterminée selon le principe de la liberté contractuelle. Donc, en réalité, il s'agit là véritablement d'une négociation, d'un point de négociation commerciale. Sur la question des charges, en revanche, on attire votre attention. Il faut être véritablement attentif à sa répartition, à la répartition des charges entre le preneur et le bailleur. D'autant que depuis quelques années, il y a un inventaire qui est obligatoire, un inventaire précis des charges, impôts, taxes et autres redevances qui doit être inclus dans le bail commercial. Et véritablement, le bailleur encourt un risque si jamais il ne prévoit pas cet inventaire. La Cour de cassation, d'ailleurs, a déjà pu ordonner le remboursement par le bailleur de toutes les provisions qui avaient été versées par le preneur au titre de ces charges qui n'auraient pas été mentionnées. Donc, véritablement un point important, sachant également que certaines charges ou taxes, vous le savez sans doute, ne peuvent pas être imputées aux locataires. Certaines peuvent faire l'objet d'une négociation. En revanche, pour d'autres, c'est un sujet d'ordre public. Typiquement, ça va concerner les gros travaux, ce qu'on appelle les travaux de l'article 606. Ça doit évoquer quelque chose à plusieurs d'entre vous. Donc ça ne peut pas être mis à la charge du locataire. Et ça, c'était une des dernières grosses nouveautés, effectivement, de la dernière réforme. Le 606 ne peut plus, effectivement, être imposé à la charge du preneur, ce qui fait quand même beaucoup, potentiellement, de gains pour le preneur. Autre clause très importante, c'est la durée du bail. Importante, mais pour autant, peu de capacité de négociation. On le sait tous, le bail, 3, 6, 9. Avant la réforme, on pouvait bloquer sur 3 ans, 6 ans, voire 9 ans et avoir des baux fermes de 9 ans, de 6 ans, pardon. Ce n'est plus possible aujourd'hui si le bail ne fait que 9 ans. Si le bail dépasse 9 ans, le plus souvent et classiquement, dans ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les baux qui nous sont soumis, c'est plutôt une dizaine d'années. C'est ça dans les centres commerciaux et aussi aujourd'hui en centre-ville, du moment qu'il y a des foncières, les baux sont d'une durée de 10 ans. Cette durée de 10 ans permet à nouveau de bloquer le bail pour une durée minimale, par exemple, de 6 ans. Il faut faire attention néanmoins sur cette durée. Au bout de 12 ans, le déplafonnement, on en parlait tout à l'heure dans la clause de destination, au-delà de 12 ans, le déplafonnement est automatique, c'est-à-dire que le bailleur n'aura pas besoin de justifier d'une quelconque circonstance autre que la durée pour voir le loyer fixé à la valeur locative, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, soit que en ce moment, peut-être, les prix ont tendance un tout petit peu à baisser. Autre point qui mérite une attention accrue au moment de la relecture du bail commercial sont les travaux.
Sachez que le bailleur a une obligation de rappeler la liste des travaux qui ont été effectués sur les 3 derniers exercices et il doit le faire de la même manière, de manière réciproque sur les 3 années à venir. Donc, soyez attentifs à ça. C'est important au moment où on signe un bail commercial d'être informé de la même manière que lorsque vous achetez un bien personnel, d'être informé des travaux en cours ou en tout cas qui sont prévus et être vigilant également sur la rédaction des clauses de répartition pour éviter tout risque de contentieux au moment de l'exécution du bail parce qu'on n'aurait pas été assez vigilant lors de la signature. Après, clause sur laquelle il y a quelques spécificités, la cession, la sous-location. La cession du droit au bail en tant que tel et uniquement du droit au bail est assez encadrée. Le bailleur doit donner son agrément, peu de possibilités, peu de latitude de négociation là-dessus. Par contre, concernant la clause de cession de fonds de commerce, bien évidemment, le bailleur ne peut pas s'opposer à la cession de son bail et du bail que vous avez contracté avec lui si c'est le fonds de commerce en son entier qui est vendu. Dans ces cas-là, c'est une sécurité, il n'y a pas lieu à discuter grand-chose, sauf qu'il y a une clause qui est souvent attachée à cette cession, c'est-à-dire que le bailleur peut autoriser la cession du fonds de commerce, à tout le moins ne peut s'y opposer, mais il demande que le cédant, par exemple, on va se mettre dans votre hypothèse, le cédant doit garantir le bailleur du cessionnaire pendant 3 ans. C'est-à-dire que si le cessionnaire qui vous a racheté le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, est défaillant dans l'exécution de son bail, ne paye pas son loyer, vous, cédant, jusqu'à 3 ans après, vous pouvez être recherché pour payer à la place du cessionnaire. Clause très importante, clause à négocier absolument. Très difficile à négocier parce que les bailleurs y tiennent. Néanmoins, il faut vraiment en discuter ou alors connaître particulièrement bien son cessionnaire et être sûr qu'il tiendra 3 ans. Mais par ces temps difficiles, il paraît compliqué de miser sur une durée de 3 ans. Après, la sous-location, c'est une autre clause qu'il faut regarder parce qu'on pourrait se dire, je ne sous-louerai jamais à personne, sauf que cette sous-location peut valoir aussi intra-groupe. C'est-à-dire que vous avez une société aujourd'hui qui loue des bureaux, par exemple, mais il peut y avoir plusieurs filiales. Ces filiales peuvent vouloir être simplement domiciliées au siège social qui est objet du bail. Si ce n'est pas prévu, ce n'est pas possible. Si après, vous voulez, pour vos filiales, qu'elles payent une partie du loyer parce que vous laissez à disposition de quelques personnes les locaux, eh bien là non plus, si ce n'est pas prévu, si ce n'est pas anticipé, alors le bailleur peut l'interdire ou alors demander un loyer supplémentaire pour autoriser cette sous-location. Il est préférable de prévoir, en tout cas c'est notre conseil habituel, de prévoir une petite clause comme quoi toutes les sociétés du groupe, au sens large, au sens du code commerce, peuvent effectivement y être domiciliés, hébergés, même à titre gratuit. Ça permet d'être très large dans la possibilité de cette sous-location. Il y a quelques autres clauses, Mathilde, je crois. Oui, alors de manière un peu pêle-mêle, les autres clauses qui sont importantes au moment de la relecture, les clauses d'autorisation préalable de travaux par le bailleur, c'est-à-dire qu'au moment où vous prenez donc ce local, vous avez peut-être prévu de réaliser des travaux importants d'aménagement. Dans ces cas-là, le plus simple et le plus prudent, c'est donc bien entendu de s'être fait autoriser dès l'origine par le bailleur la réalisation de ces travaux. Ça vous évitera toute difficulté postérieure. La clause de restitution des locaux et de remise en état. C'est important, très important de vérifier sa rédaction. À quelques mots près, vous n'allez pas être engagé de la même manière au moment où vous allez devoir rendre les lieux. Si on parle de bon état, d'état en l'état d'origine, en l'état d'usage, il y a véritablement en fait des critères comme ça, des degrés d'implication du preneur qui sont véritablement différents en pratique, donc à bien relire. La clause sur le dépôt de garantie et le délai de remboursement. Alors, c'est important. Souvent, il est assez limité à 2 ou 3 mois, mais on a pu voir, nous, en pratique, des bailleurs qui poussaient un petit peu en essayant de prévoir des délais de 6 mois de restitution du dépôt de garantie, qui peut être très défavorable pour le preneur. Donc, point qui peut être un élément de négociation. Point de vigilance, sous prétexte. Qui peut se négocier assez facilement, contrairement à d'autres clauses qu'on a pu évoquer. On a eu l'expérience au cabinet, on arrivait facilement à réduire ce délai. Dernier red flag qu'on vous conseille de vérifier scrupuleusement, les clauses de conditions suspensives. Il est possible effectivement que vous ayez besoin d'une autorisation administrative pour réaliser vos travaux. Il est également possible que vous financiez la réalisation de ces travaux par le biais d'un établissement bancaire. Dans ces cas-là, vous allez devoir prévoir
une condition suspensive dans le bail d'obtention de prêt ou d'obtention de cette autorisation administrative. On n'y pense pas toujours et on se retrouve au moment crucial de devoir informer le bailleur qu'en fait, il faut encore attendre un petit peu parce que quelques mois, parce que vous n'avez pas obtenu cette condition. Le bailleur est assez réticent à accorder ce genre de clause. À le découvrir surtout après coup. Surtout après coup, mais il est très réticent parce que, effectivement, on prend sur Paris, si on doit changer d'enseigne, il faut effectivement une autorisation administrative avec les architectes des bâtiments de France en plein Paris. Cela peut prendre du temps, donc le bailleur dit à vous de vous engager, prenez votre risque. Il faut quand même être bien sûr de ce que l'on veut prendre comme risque. Donc, attention à ces baux sans conditions suspensives. C'est quand même quelque chose d'assez engageant puisque vous partez, on vient de le dire tout à l'heure, peut-être pour 3 ans ou 6 ans. Donc, attention à la rédaction de ces clauses-là. Comme petit point intermédiaire, effectivement, ou deuxième point de ce qu'on pourrait voir à travers ce webinaire, c'est un peu l'impact du Covid-19 sur les baux commerciaux. Très compliqué, très complexe. On vous disait tout à l'heure en introduction, tout le monde a essayé de trouver un fondement. Peu y sont arrivés, voire personne. La jurisprudence a fermé quasiment toutes les hypothèses que l'on avait soulevées. Néanmoins, on vous fait un petit résumé des différents fondements. Un, pour que vous les ayez en tête, parce que ça pourra toujours resservir pour une autre pandémie, on ne le souhaite pas, mais un autre événement qui pourrait amener à cela. Et aussi, on ne sait jamais si vous êtes encore en contentieux avec votre bailleur aujourd'hui, c'est peut-être quelques éléments qui vous permettront d'obtenir un rabais à tout le moins sur les loyers de l'année dernière. Alors, effectivement, le premier argument sur lequel tout le monde s'est littéralement jeté au moment du début de cette crise sanitaire, c'est évidemment la force majeure. Pourquoi la force majeure? Parce que le Covid, c'est véritablement un événement imprévisible, c'est un événement extérieur, c'est un événement irrésistible. Donc, sur le papier, tous les critères étaient parfaitement réunis. Mais c'était oublié que la jurisprudence, depuis très longtemps, considère que la force majeure ne s'applique pas à une obligation de paiement, ce qui implique également l'obligation de payer son loyer. Donc, exit l'argument de la force majeure. Sur ce point, en tout cas, on a absolument... Pourtant, voilà, il nous a été permis et autorisé sur plein d'autres contrats que les baux commerciaux et nous ont bien servi dans les renégociations. Néanmoins, là, sur les baux commerciaux, pas possible. Il y a aussi d'autres fondements attachés au local et à la jouissance de ce local. Il y en avait 2 d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Ils sont assez proches. Alors, le défaut de délivrance conforme. En réalité, lorsque vous signez un bail, le bailleur est assujetti à une obligation légale qui est de vous délivrer le bail, et ce pendant toute la durée du bail, conforme à la destination, à la fameuse clause de destination que Laurent a évoquée tout à l'heure. On a donc essayé d'avancer devant les tribunaux cet argument en disant mais le bailleur ne respecte pas cette obligation de délivrance conforme. Néanmoins, les tribunaux sur ce point ont tranché également dans un sens défavorable aux preneurs en considérant que le bailleur n'était pas responsable de la crise sanitaire et qu'on ne pouvait pas donc poursuivre sa responsabilité sur ce fondement. On a également essayé, de manière un peu similaire, d'aller sur un autre fondement qui est celui de la perte de la chose louée. En réalité, même si vous n'avez pas de destruction physique ou matérielle du bien en tant que tel, parce que par le passé, c'est un fondement qui a plutôt été utilisé, typiquement si vous avez un incendie. Là, en l'occurrence, une destruction de l'immeuble. Ce n'est pas le cas. Mais il y a une perte de la chose louée sur le plan juridique, puisque en raison des fermetures administratives, vous ne pouvez plus en jouir conformément à nouveau à la clause de destination qui est prévue dans le bail. Alors là encore, c'est un petit peu plus tempéré. On a des décisions, on en a peu sur un an de temps, on a des décisions de première instance qui ont fait droit à cet argument. Et puis récemment, on a la Cour d'appel de Lyon qui, au contraire, a considéré qu'elle devait écarter ce fondement. Donc, notre conseil aujourd'hui, c'est plutôt que c'est un peu friable comme fondement et que c'est sans doute pas le plus pertinent, si tant est qu'il y en ait un. Il y en a peut-être un. Et il y en a peut-être un, Laurent. C'est l'imprévision. En tout cas, il nous reste l'imprévision. L'imprévision, qu'est-ce que c'est? C'est un concept compliqué. C'est un concept un peu compliqué qui a été codifié en 2016, donc dans le Code civil. Qu'est-ce qu'il vient nous dire cet article? Il vient nous dire qu'au moment où vous signez le contrat de bail, donc entre 2 parties, vous avez une situation qui est figée, une situation économique qui est figée. Sauf qu'il peut arriver au cours du bail qu'il y ait un changement lié à des circonstances imprévisibles, c'est-à-dire qu'au moment du bail, vous ne pouviez pas les anticiper.
et qui vont provoquer pour l'une des parties, souvent le preneur, des conditions particulièrement onéreuses qu'il n'avait pas imaginées. Dans ce cas-là, le Code civil prévoit que l'on peut demander une renégociation du contrat de bail. Alors, 2 points. Ça paraît coller avec le Covid-19. Ça paraît coller avec le Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'a dit la jurisprudence? Déjà, il faut savoir que tous les baux qui sont conclus, en fait, ça ne concerne que les baux conclus ou renouvelés à compter de 2016, date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Donc, exit également les baux antérieurs. Et ça va être difficilement applicable aux baux qui sont conclus aujourd'hui, parce que typiquement, le Covid n'est plus un événement imprévisible ou un changement de circonstances qui n'était pas anticipable au moment de la rédaction du bail. Donc on a un scope de 4-5 ans, voilà, on a un conclu pendant 4-5 ans. Exactement, assez limité. Et encore. Et la jurisprudence, donc sur ce fondement de l'imprévision, est venue articuler en même temps le principe de la bonne foi. En réalité, on va considérer on va regarder en fait les conditions d'exécution du bail et on va vérifier si tant le preneur que le bailleur ont essayé de renégocier le bail au moment du Covid selon le principe de la bonne foi. Ce qui veut dire que pour le bailleur, ça va impliquer typiquement d'avoir proposé au preneur d'étaler peut-être ses loyers, d'avoir une franchise de loyer, de proposer un paiement non pas mensuel mais trimestriel. Donc dans ces cas-là, ou vice-versa. On va considérer qu'effectivement, il a été de bonne foi. En revanche, s'il décide sans aucune négociation ou discussion avec le preneur qui se trouve en difficulté économique d'imposer le règlement du loyer sans aménagement, là, on pourra considérer qu'il est de mauvaise foi. Ça va être le pendant est également possible donc pour le preneur. Si le preneur arrête brutalement de payer son loyer en agitant l'argument du Covid, ça va passer beaucoup moins facilement devant les tribunaux a posteriori que s'il a écrit un courrier à son bailleur en expliquant de manière assez détaillée ses conditions financières, sa situation financière, en expliquant qu'il peut faire un effort peut-être sur un espace-temps un peu plus élargi, mais montrer véritablement qu'on est dans une discussion. Et donc c'est l'argument véritablement aujourd'hui qu'on peut vous donner. C'est le seul qui pourrait effectivement marcher, mais il impose effectivement que vous ayez fait quelques démarches amiables envers le bailleur, Exactement. que vous ayez soumis des demandes d'étalement, que vous ayez même payé spontanément une partie, à tout le moins, du loyer, et les juges sauront en tenir compte dans l'application de cette clause d'imprévision. Après, dernière limite de cette clause d'imprévision, et on revient un petit peu à la thématique précédente, c'est-à-dire qu'on peut négocier cette clause d'imprévision, et le plus souvent, c'est le bailleur qui impose de renoncer à cette clause d'imprévision, parce que le plus souvent, elle joue en sa défaveur. Et on l'a vu encore récemment, outre le fait qu'il renonce, on a essayé d'instiller les idées que s'il y avait des aides de l'État, le bailleur était obligé de les accorder aux preneurs. Pour l'instant, aucun bailleur. Aucun infléchissement de la part des bailleurs sur ce point. Même se garantir plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait cette petite faille qui existait. Donc, attention au renouvellement futur que vous auriez. Et cette suppression de cette clause, on l'a vu aussi, quelques renouvellements anticipés de baux visant à supprimer une faille Covid, donc une faille peut-être pour un... Et ajouter véritablement une clause Covid. Exactement. Type pour des cas similaires qui interviendraient dans le futur. Donc, tout ce webinaire nous mène à dire une chose, la démarche amiable, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment négocier dès la base avec son bailleur en bonne intelligence, que forcément, on ne peut pas obtenir tout ce que l'on souhaite. Néanmoins, il y a avoir des clauses vraiment focus, et c'est ce à quoi on s'est attaché aujourd'hui, à vous dire, attention, certaines clauses sont importantes, négociez-les. Faites-vous aider pour les négocier. Bien entendu, on est à votre disposition, et sachez que comme tout le temps, vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès, et que toujours la démarche amiable valable à l'initiale est aussi valable à la sortie. Je pense qu'on pourrait peut-être regarder les petites questions, je l'ai vu arriver au fur et à mesure. Effectivement, alors on nous pose la question de savoir s'il est possible de demander une indemnisation à son bailleur lorsque en tant que preneur, on subit des travaux dans son local. Ok.
Donc là, c'est plutôt l'exécution du bail, donc on aura pu faire une journée entière sur le bail plutôt que sur les clauses en tant que telles. Mais oui, sur l'exécution, sur les travaux, il y a une clause dans le Code civil qui vous dit que vous devez les supporter pendant 40 jours, les souffrir même, je crois que le terme consacré est celui-là, souffrir les travaux pendant 40 jours. Au-delà de ça, bien entendu, vous avez une indemnisation automatique. Néanmoins, la limite, on l'a vu dans un contentieux récemment, c'est que vous devez néanmoins pouvoir jouir de votre local de façon conforme. Et on revient à ce même fondement sur le Covid-19. Vous devez pouvoir, en tout état de cause, utiliser votre local. Les travaux ne doivent pas rendre impossible l'utilisation de votre local. Donc, attention aussi, effectivement, à l'exécution du bail et à cette clause de travaux et l'indemnisation potentielle. Exactement. Oui, il y a une autre question. Alors, on nous demande de revenir sur ce point de la soumission volontaire qu'on a évoqué effectivement en préambule de cette présentation, en demandant si on se soumet volontairement au statut des baux commerciaux, est-ce qu'on est lié quand même par la durée de 9 ans du bail commercial, ou est-ce qu'on ne peut pas raccourcir le bail? Alors, en réalité, à partir du moment où vous vous soumettez même volontairement au statut des baux commerciaux, vous êtes soumis à toutes les dispositions d'ordre public qui existent et dont fait partie la durée du bail. Donc, vous ne pourrez pas vous dispenser du respect de ces dispositions. En réalité, votre seule marge de manœuvre, elle va être sur toutes les dispositions qui ne sont pas d'ordre public et où là, la liberté contractuelle va à nouveau s'imposer. Et là, vous aurez beaucoup plus de place pour les négociations et pour rédiger un contrat de bail qui est à l'image de votre discussion avec le bailleur. Mais en revanche, non, sur la durée du bail, vous ne pourrez pas passer à travers, malheureusement. Pour les autres questions, malheureusement, je ne crois pas qu'on aura trop le temps parce qu'on a 30 minutes imparties et nous arrivons au terme de ce webinaire et du temps qui nous est accordé. Juste merci pour tous les nombreux participants qui sont connectés aujourd'hui. Merci d'adhérer à ce concept des webinaires que l'on a mis en place maintenant depuis quelques mois. Qui n'est d'ailleurs pas le dernier. Alors... Qui n'est pas le dernier, et justement, c'est ce à quoi j'allais venir. Pour le droit des affaires, on a encore un petit webinaire sur les holdings et les créations de holdings quand il est nécessaire de le faire, quelle en est l'utilité. Il y a aussi des webinaires en social de façon assez permanente et vous verrez sur notre page LinkedIn les différents thèmes et sujets. J'avoue que je ne les maîtrise pas tous, mais je vous invite à aller les voir. L'équipe de droit social fait ça très bien. Et à la rentrée aussi, il y aura des webinaires sur la procédure collective, le retournement d'entreprise qui seront mis en place. Et je pense fort intéressant puisqu'il y aura sûrement des administrateurs judiciaires qui nous aideront à vous parler de façon plus pratico-pratique de ce qu'est un redressement judiciaire et des affaires potentielles qu'on peut y faire. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et au plaisir de vous y retrouver très bientôt. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.